Donc bienvenue, je voulais remercier Paul Lou, je voulais remercier l'Espace Éthique. On va commencer rapidement le topo qui servira finalement à introduire, comme l'a dit Paul Lou, sur les différents aspects de l'imagerie et de l'éthique. Dire quand même quelques mots sur le très grand bonheur pour la Société française de radiologie d'être partenaire de l'Espace Éthique. Alors même que, vous le savez, la technologie est de plus en plus présente dans les soins. Le paradoxe est que les médecins, et c'est un très beau paradoxe, s'intéressent de plus en plus à l'humain et à la relation à la fois soignant-patient, également soignant-soignant, et on le voit de plus en plus et on le vit dans la crise. Nos relations humaines sont devenues très importantes. Et dans les relations humaines émergent des questions, un questionnement, et finalement c'est un lieu, l'espace éthique, de questionnement, pas de réponse, mais de questionnement. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que la Société française de radiologie est très heureuse d'enclencher ce partenariat. Et puis on va essayer de voir ce matin peut-être pourquoi est-ce que la radiologie est si intéressée à l'éthique, alors même qu'on parle tout le temps de la radiologie comme d'un outil finalement de traitement de données. Maintenant on parle même plus de patience et on va traiter des données. On va voir qu'on va bien au-delà dans notre discipline médicale de simplement un traitement de données. Donc si vous voulez bien, sans plus attendre, on va se poser justement les questions sur l'éthique et la radiologie avec... J'ai commencé par un tout petit questionnement, évidemment, avec lequel vous êtes assez familier sur ce fameux un peu triptyque du souci de soi, du souci de l'autre et souci de l'institution. Alors le souci de l'autre, il est consubstantiel à notre métier. Un radiologue, c'est une banalité de le rappeler, c'est un médecin. Et donc c'est un médecin, et en général, quand on fait médecine, on a une appétence pour l'autre, on a une appétence pour le soin de l'autre, on a un souci de l'altérité, ça vous le savez bien. Et c'est quelque chose il faut se rappeler quand on construit son parcours de médecin en formation initiale en tant que radiologue, parce que l'écran, cet intermédiaire, la machine, qui est aussi un intermédiaire avec la machine, finalement peut nous éloigner de l'autre. Et finalement, à un moment, on peut se rendre compte qu'on soigne des images ou qu'on soigne des informations de données et qu'on ne soigne plus l'autre. Donc c'est déjà finalement ce questionnement éthique, se rappeler que l'image n'est qu'une représentation d'un patient pour lequel on a voulu s'engager dans ce parcours de médecin. Deuxième terme, alors même s'il ne s'adapte peut-être pas tout à fait, le souci de l'institution. Alors il ne faut pas prendre ça au sens, en tout cas je ne le prends pas au sens d'un souci de l'institution au sens fonctionnement d'une société savante, mais bien au sens du bon fonctionnement de notre société. Nous sommes sous la pression de plus en plus grande d'acteurs économiques, d'acteurs industriels, pour lequel le terme d'efficience ou de pression économique devient prépondérant par rapport à la prise en charge d'un patient. Et on verra que les évocations de substitution d'un soignant, d'un médecin humain par des machines est quelque chose qui est abordé de façon tout à fait concrète par certains acteurs économiques ou industriels. Et il nous semble qu'au minimum, la société doit s'interroger si c'est le chemin qu'elle souhaite suivre. Peut-être, dans certains cas, est-ce le bon chemin? Peut-être n'est-ce pas le bon chemin? Et en tout cas, la profession radiologique souhaite au moins poser la question, et poser la question à la société de dire dans quelle société voulons-nous vivre? Quels soins voulons-nous pour nous-mêmes, pour les générations futures? Car il y a parfois des virages qu'on prend et une inertie notamment dans la formation des médecins, des soignants. Et donc il ne faut pas rater ces virages-là parce qu'après, c'est des années plus tard que nous les payons ou nous en profitons. Alors évidemment, ce souci de l'institution, il s'applique aussi évidemment à la médecine. Bien sûr, ça veut dire aussi définir des règles. Des règles, ce ne sont jamais que des normes évolutives, on le connaît bien aujourd'hui dans la crise qu'on vit, mais en tout cas, je crois que derrière cette adaptabilité, il faut aussi qu'on ait l'idée d'avoir cette finalement éthique personnalisée appliquée à la médecine personnalisée. Et puis enfin, évidemment, pour moi, c'est aussi très important d'avoir cette réflexion pour avoir un souci de soi non pas au sens simplement on va dire, d'une satisfaction et d'une plénitude, mais vraiment d'être plutôt dans un mode, avoir le souci de s'évaluer, de savoir si on a dévié des règles et de savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. En tout cas, je l'intègre comme ça, et notre démarche en tant que radiologue, c'est vraiment ça. C'est le souci de soi, c'est surtout un souci
d'avoir bien fait. Ça ne veut pas dire de savoir gérer les fautes. Les fautes, on en commet tous, c'est inhérent à notre activité médicale, mais en tout cas de savoir que notre volonté était de bien faire. Voilà un petit peu le cadre d'une réflexion qui va se nourrir maintenant des dimensions de la radiologie, parce que si on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'un radiologue, la plupart des gens d'abord ne savent pas vraiment si on a vu un radiologue, même quand on a eu une fracture, on ne sait pas bien qui on a vu. Et puis par ailleurs, le radiologue est plutôt vu comme celui qui interprète des images, ce qui est une des dimensions de la radiologie, mais on va voir qu'elle est bien différente. D'abord, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que le radiologue, dans les dimensions aujourd'hui de la radiologie, est à la fois un médecin qui va pratiquer des actes diagnostiques, et deuxièmement, qui va pratiquer des actes dits interventionnels. Ce terme interventionnel veut dire qu'on intervient directement pour le malade. Et vous savez à quel point aujourd'hui, il y a une substitution de plus en plus grande d'actes dits très invasifs ou chirurgicaux vers des actes plus mini-invasifs, guidés par l'imagerie, qui sont des actes de radiologie interventionnelle. Donc, le radiologue est un médecin, diagnosticien et thérapeute, finalement. Il a toutes les fonctions du médecin. Alors, si on reprend le processus, cette fois-ci, dans, on va dire, un processus médical de prise en charge d'un patient, et là, je vais employer des termes qui sont peut-être un peu plus médicaux, il faut bien imaginer que le radiologue est d'abord à l'origine du choix d'une technique. Dans la relation qui est faite entre un médecin et un radiologue, un médecin qui envoie un patient à un radiologue fait une demande d'imagerie. Ce terme est très important, ce n'est pas une prescription. Une prescription, c'est un ordre donné à un médecin d'effectuer, selon des guides bien définis, un acte. On peut prescrire, par exemple, de la kinésithérapie. On peut prescrire de réaliser une prise de sang. Mais on demande un acte radiologique qui est censé répondre à une question clinique. C'est une demande de consultation, finalement, et le radiologue va se servir d'un outil technologique pour aider à répondre à la question qui lui est posée dans cette relation singulière de la consultation. Donc, comment fait-on le choix de la technique? On fait le choix de la technique, bien entendu, en rapport avec la question clinique spécifique qui est posée. Un patient a une douleur abdominale, il a de la fièvre, on recherche une appendicite. Le radiologue saura qu'en première intention, chez une femme jeune, on va faire une échographie. Chez un adulte masculin plus âgé, on va faire un scanner. Donc vous voyez que sur la même question clinique, le choix d'une technologie peut être différent. Mais deuxièmement, ces questions cliniques peuvent dépasser le simple question de l'individu et être sur de l'inclusion populationnelle. Est-ce qu'on doit dépister le cancer du poumon en France? Mais à ce moment-là, quelle population inclure? Est-ce qu'on se met d'accord sur des âges, des facteurs de risque? On connaît toute la littérature très abondante sur le dépistage du cancer du sein. Et vous savez que le cancer du sein est relativement normé avec des règles, dépistage de 49 à 74 ans, et dépistage peut-être un peu plus poussé chez des femmes à haut facteur de risque avec des mutations génomiques et des hauts facteurs de cancer, avec derrière des techniques qui sont différentes. Les patientes avec des plus hauts facteurs de risque devront être suivies avec des IRM du sein, alors que la population générale est suivie, comme vous le savez, par des mammographies. Vous voyez bien que derrière une même question clinique, il y a un choix de technique qui est très important et qui est guidé par les connaissances scientifiques et par la réflexion scientifique qui a été conduite sur l'élaboration des techniques. Et par ailleurs, ce choix des technologies, il est évolutif dans le temps avec le développement des nouvelles technologies. Il y a quelques années, le scanner du cœur n'existe pas. Parce qu'on est incapable de faire une acquisition cardiaque en un seul battement. On est incapable de figer le cœur en acquisition, et donc on est incapable d'explorer les coronaires. Donc il y a 15 ans, une exploration d'une douleur thoracique atypique, c'est une coronarographie. Aujourd'hui, les douleurs thoraciques atypiques, en première intention, c'est un angioscanner qui est réalisé, puisque les acquisitions maintenant permettent de faire en un seul tour de rotation de scanner, c'est-à-dire 0,25 secondes, vous avez l'acquisition de 16 cm du corps humain, donc vous avez l'acquisition de tout l'arbre coronaire en une seule acquisition, 0,25 secondes. Donc, cette évolution technologique, évidemment, il faut la maîtriser. Et d'où le fait que le radiologue se construit à la fois sur un métier médical de connaissance médicale et aussi sur un métier de connaissance scientifique. Et ce choix d'une technique va lui permettre de réaliser deux choses qui sont essentielles et qu'on nous demande, et là qu'on nous demande d'un point de vue médico-légal, c'est d'être capable de justifier l'acte que nous faisons, puisque tout acte est un risque pris dans le soin du malade, donc la justification de l'acte qui répond à une sécurité individuelle,
Est-ce qu'il était légitime d'exposer ce ou cette patiente à des rayonnements ionisants dont on sait qu'ils sont potentiellement, même si le risque est minime, toxiques? Est-ce que c'était légitime? Oui, c'est justifié. Justification. Et puis deuxièmement, pertinence. Et la pertinence d'un acte, qui est un terme plus difficile à définir, finalement je le définirais comme un acte qui est à la fois rationnel d'un point de vue individuel, qui va rendre service au patient, mais aussi rationnel d'un point de vue populationnel. Par exemple, il ne serait pas pertinent de réaliser des scanners thoraciques à toute la population française sous prétexte que nous vivons à l'ère Covid. Il y a une indication à faire des scanners dans la population Covid, mais pas en population générale. Donc vous voyez cette notion de pertinence qui s'éloigne de l'individu et qui s'applique plus à un raisonnement populationnel et sociétal. Est-ce qu'il est raisonnable de faire cet acte et d'exposer, en termes, on va dire, tant médical qu'économique, une population large à ces actes? Deuxième partie qui est très importante du travail des médecins radiologues, et ceci s'applique aussi à mes collègues de médecine nucléaire, hein, qui sont aussi des médecins engagés dans la réalisation d'actes d'imagerie, un travail d'optimisation des techniques d'imagerie. On peut le traduire par faire ce qu'il faut sans trop faire, savoir incrémenter l'innovation technologique, programmer des séquences d'acquisition innovantes, bref, faire en sorte que derrière ce terme que vous connaissez peut-être, de dire « j'ai fait un scanner du ventre » ou « j'ai fait un scanner de l'abdomen », il y a moult façons de créer ce scanner de l'abdomen. On peut faire plusieurs acquisitions à différents temps pour mieux voir les artères, pour mieux voir les veines. On peut essayer de voir un cancer qui se comporte peut-être pas de la même façon en fonction du type d'agent de contraste qu'on va utiliser. Bref, on crée finalement un protocole d'acquisition qui est propre à répondre à une question. Et cette étape d'optimisation, elle vise non seulement à limiter les risques vis-à-vis du patient. Est-ce que je dois employer tel produit de contraste? Est-ce que je ne dois pas employer un produit de contraste en fonction du risque de ce malade? Et encore une fois, elle est basée sur l'amélioration continue des connaissances et finalement sur l'intégration de connaissances massives dans la prise en charge d'un patient individuel. Troisième étape, un contrôle qualité, qui est essentiel, c'est-à-dire qu'au terme de la production d'une image, le radiologue doit être capable de dire l'examen est ou n'est pas de qualité suffisante pour aboutir à répondre à la question clinique qui lui a été posée. Et là, il y a une vraie question sur l'apport de la machine dans cette étape-là. Est-ce que la machine est capable de nous aider à démontrer la qualité d'une image? Et de plus en plus de dispositifs maintenant technologiques sont capables de dire, avec des paramètres qui sont encore peut-être imprécis, est-ce qu'on a un degré de qualité image qui est suffisant pour porter un diagnostic? Et enfin, et seulement enfin, on aboutit à l'étape d'interprétation des images. Donc, dans le processus de prise en charge d'un patient, l'interprétation des images, et vous voyez, au milieu d'une chaîne de prise en charge, mais seulement au milieu de la chaîne, est le résultat de toute une réflexion, à la fois scientifique et technologique, qui a permis de créer un acte tout à fait particulier et d'aboutir à réussir cette interprétation. Là encore, les questionnements qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le médecin qui doit interpréter ces images? Est-ce qu'il doit être appuyé par la technologie? Et peut-être que c'est cette étape-là qui est aujourd'hui la plus, en tout cas, sous le feu médiatique des projecteurs sur l'irruption de la technologie numérique pour aller interpréter ou préinterpréter un acte d'imagerie. Alors derrière cette interprétation, nous tous en tant que patients potentiels, on a envie de dire, d'accord, mais quelle est la restitution de cette information? Une fois que l'interprétation est faite, comment se passe la restitution de l'information? Auprès du médecin demandeur, auprès du patient, auprès des deux, sous quelle forme? Est-ce qu'un compte-rendu papier est aujourd'hui suffisant? Est-ce qu'un entretien singulier est nécessaire? Est-ce qu'il est toujours souhaité par le patient? Et là, cette phase d'explication est quelque chose qui est très important. Et là encore, est-ce que l'interprétation doit être confiée à un robot? Et cette phase de retour, est-ce qu'un robot doit nous la donner? Après tout, s'il y a bien des machines qui savent faire de la télétransmission de données pour faire de la consultation, mais pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas qu'après tout, on va dans une cabine et puis il y a un robot qui restitue l'information? Aujourd'hui, ce sont des questions qui technologiquement peuvent se poser. Évidemment, vous comprenez que nous, d'un point de vue humain, et d'un point de vue, encore une fois, perception de ce que nous souhaitons, nous considérons que cette relation, elle doit être dans une relation singulière entre deux humains, un soignant et un patient, qui doivent discuter de manière singulière. Et on verra que d'ailleurs les explications vont bien au-delà simplement de la restitution
d'un compte-rendu. Et puis dernier point, et ça c'est le point sur lequel je veux dire qu'on va au-delà de l'interprétation d'un compte-rendu, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, l'imagerie modifie les prises en charge, parfois de façon très aiguë. Lundi, j'avais sur ma vacation de scanner à l'hôpital Henri Mondor, un patient qui venait pour un suivi de cancer, qui venait de ville, qui vient pour un suivi. Je lui ai trouvé des images qui sont évocatrices, très évocatrices, d'une infection virale à SARS-CoV-2. C'est immédiatement à la fin du scanner que je suis allé le voir pour l'interroger sur ses symptômes, effectivement, et il avait des symptômes qui étaient compatibles, il ne s'en était pas inquiété, et pour l'adresser à un centre de dépistage du SARS-CoV-2. C'est un exemple, mais qui montre bien comment est-ce que, d'une question posée qui n'était pas du tout celle-là, l'explication va bien de l'au-delà et peut changer la prise en charge des patients. Donc là encore, les recommandations, le circuit de prise en charge, c'est aussi un processus d'explication dans l'image. Et finalement, tout ce processus d'intégration d'un lien entre les données technologiques et les données cliniques, ça aboutit à optimiser la prise en charge. Voilà, j'ai pris un peu de temps sur cette étape-là, mais je pense que c'est important qu'on sache tous de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas juste à parler d'interprétation de données numériques, nous sommes à parler d'une prise en charge globale d'un patient, depuis une question clinique posée jusqu'à la prise en charge complète du patient et son information totalement transparente. Et cette notion de le choix d'une technique a une importance. Il est illustré par cette étude coréenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, elle est un petit peu complexe. Ces collègues coréens se sont intéressés à une population de patients qui ont un cancer du côlon, qui ont des métastases hépatiques de cancer du côlon, dont on sait que la guérison est obtenue le plus fréquemment lorsqu'on est capable de réséquer, donc d'enlever, la totalité évidemment du cancer du côlon et la totalité des métastases hépatiques. Et ces collègues coréens ont regardé avec des patients qui avaient été opérés dans le même centre, de manière rétrospective, des patients qui ont été opérés sur les données d'un scanner seul, et les patients qui avaient eu un scanner et une IRM du foie. Pourquoi l'IRM du foie en plus du scanner? Parce qu'on sait que technologiquement, l'IRM voit potentiellement plus de petites lésions. Et opérés dans le même centre, avec les mêmes chirurgiens, qui ont tous été satisfaits de leur intervention chirurgicale en considérant qu'ils avaient enlevé toutes les lésions tumorales, ils ont comparé la survie de ces deux populations qui ne différaient que par une chose. Une population a été opérée sur les données du scanner, l'autre sur scanner et IRM. Et vous avez les courbes de survie. Courbe en bleu, patient dans le donné uniquement opéré sur les données du scanner. Courbe en verte, patient opéré sur les données du scanner et de l'IRM. Et avec une survie globale et une survie sans progression qui était supérieure dans ceux qui avaient été opérés avec les données de l'IRM. Donc oui, le choix d'une technologie peut influencer dans certaines situations cliniques sur la survie du patient. Quand on se repositionne comme ça sur l'imagerie, on n'est pas sur simplement l'interprétation d'un acte. On est bien sur tout un parcours de prise en charge qui doit être absolument maîtrisé. Alors quels sont les enjeux aujourd'hui? Et je vais l'aborder sur une forme plutôt de questions qu'on va se poser. Première question, que voir? Qu'est-ce qu'on doit voir sur un examen d'imagerie? Et puis, on va se poser aussi la question, chez qui doit-on voir toutes ces anomalies? Alors, aujourd'hui, on voit de plus en plus de choses en imagerie. On voit de plus en plus de choses, à tel point qu'on comprend parfaitement qu'on demande un examen d'imagerie lorsqu'il y a un symptôme. Je suis tombé, j'ai mal au poignet. On va dire que c'est la logique de dire, je veux savoir si c'est cassé, donc je vais faire un examen du poignet. Est-ce que pour autant, on peut aller plus loin aujourd'hui? Oui, on peut voir beaucoup de choses aujourd'hui. Et on peut voir des choses même qui vont aller au-delà et qui vont être dans la prédiction de l'apparition d'une anomalie. Et là, ça pose une question qu'on doit se poser collectivement et à laquelle je n'ai pas la réponse. Un individu qui demande ce genre d'examen d'imagerie pour prédire finalement une partie de son évolution, est-ce qu'il a le droit de le faire? Et est-ce que le médecin a finalement l'obligation ou le droit de répondre à sa demande? Et puis derrière, au niveau sociétal, est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors bien sûr, cette thématique, elle est prégnante dans les neurosciences, et en particulier dans l'imagerie prédictive de l'apparition de troubles cognitifs du type maladie dégénérative. Et est-ce qu'on a le droit d'exposer finalement un patient à des conséquences individuelles, mais aussi à des conséquences sociétales? Imaginons qu'on décide de dépister de façon massive un grand nombre de cancers, comme ça, de façon aléatoire. Vous découvrez une anomalie sur un scanner, mais vous faites basculer la vie d'un patient, non seulement sur sa prise en charge,
mais aussi sur la vie dans la société. Est-ce qu'il peut encore emprunter? Est-ce qu'il va rester en couple de manière unie? Est-ce que ses projets de vie ne sont pas changés? Donc, derrière l'identification d'une image, se pose la question de est-ce qu'on a le droit finalement de dire à ce patient que sa vie va changer? Est-ce que lui l'a souhaité? Et est-ce qu'il est conscient, quand il le demande, des conséquences que peut avoir cela? Je pense que ça, ce sont des questions très importantes et qui renvoient surtout à qui on doit proposer ces examens d'imagerie. Et finalement, c'est ça le lien avec la pertinence. Est-ce qu'il est pertinent de faire ces actes d'imagerie chez ces patients? Deuxièmement, une fois qu'on a trouvé tout ça, qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Alors vous savez que dans le code de déontologie, il est bien mentionné que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information doit être délivrée lors d'un entretien individuel, et c'est vraiment la responsabilité médicale de le faire. Pour autant, n'oublions pas que ce n'est pas contradictoire avec le fait de dire qu'un patient peut ne pas vouloir connaître les résultats de son compte-rendu. Oui, mais dans ce cas-là, si on fait un examen et qu'il ne veut pas connaître les résultats de son compte-rendu, qu'on n'a pas le droit de lui donner les conséquences sociétales, les conséquences individuelles de ce qu'on fait, est-ce que vraiment on a le droit finalement de faire cet examen sans lui avoir tout expliqué? Et c'est là où on ne peut pas se priver de cette rencontre humaine entre un soignant et un patient, car si on coupe ce lien humain, on est sûr qu'on n'arrivera pas à transmettre la totalité de l'explicabilité du résultat qu'on attend d'un examen d'imagerie, voire même du résultat qu'on a obtenu d'un examen d'imagerie. Et aujourd'hui émergent encore plus de nouveaux enjeux avec l'éloignement progressif des médecins, notamment dans certains pays anglo-saxons, par la technologie et l'image. C'est ce que notre collègue Brady d'Irlande nous dit quand il dit que finalement le radiologue disparaît, se réfugie derrière la technologie et n'est plus présent auprès des malades, alors même que les informations que nous extrayons des images est de plus en plus importante. Et là, encore une fois, je vais vous en prendre un exemple pour l'illustrer. Voilà une étude de nos collègues de Chicago qui ont étudié des enfants. Donc, c'est un centre qui s'occupe beaucoup de neurosciences et notamment de troubles autistiques. Et ces chercheurs de l'Université de Northwestern ont mis en évidence qu'il y avait des signatures IRM fonctionnelles, cérébrales, qui permettait de prédire l'apparition de troubles autistiques majeurs dès l'âge de 6 mois. Et ils ont réalisé des IRM fonctionnels chez les enfants de 6 mois, et ils ont pu montrer qu'effectivement, on était capable de prédire de manière extrêmement certaine l'installation de troubles autistiques majeurs à 24 mois. Mais quelle est l'explicabilité qu'on doit faire à ce moment-là à la famille? Est-ce que la prédiction d'un risque vaut une condamnation, vaut une culture du reproche dans les mois qui vont venir? Est-ce que finalement, en faisant la prédiction, on n'incite pas ou on ne suggère pas à un entourage que effectivement cette réalité va se produire? Ou au contraire, d'un point de vue scientifique, on ne va pas pouvoir au contraire accompagner et développer de nouvelles thérapies pour justement éviter d'apparaître ce risque? Vous comprenez bien que ici, sur des examens comme ça, l'explicabilité, qui là ici a été majeure puisque c'était fait dans le cadre d'un protocole de recherche avec des explications très fortes, mais on peut imaginer qu'un individu s'emparant de ces études souhaiterait aussi pour son propre enfant, pour sa propre famille, demander une telle évaluation. Est-ce qu'on est en droit de le faire? Est-ce qu'on est en droit d'expliquer? Comment est-ce qu'on explique le résultat? Et comment on explique un risque probabiliste calculé sur une population qu'on veut appliquer à un individu qu'on a en face de soi? Là aussi, c'est une question importante. Nos études sont des études populationnelles. Est-ce qu'on peut les appliquer à un individu? Et là aussi, je pense que c'est une question sur laquelle on a besoin de nous tous pour essayer d'apporter des réponses. Et dans ce cadre, moi, ça me pose la question du consentement libre et éclairé, qui a été vu par le législateur comme finalement un consentement à un acte qui répond à une question clinique. Je justifie la création d'une image de scanner lorsque j'ai une douleur qui ressemble à une appendicite, parce que je suis capable d'expliquer au patient, vous avez un risque d'appendicite, je vous fais un scanner, et je saurai si vous avez ou vous n'avez pas une appendicite. Mais est-ce qu'on explique que sur ce scanner qui est réalisé pour l'appendicite, je peux trouver un cancer du foie, un cancer du pancréas, un cancer du rein, je peux trouver des anomalies simplement anatomiques? Est-ce que j'ai expliqué ça en amont? Et ça va être toute la réflexion autour de la découverte de ce qu'on appelle
les incidentalomes, c'est le terme qu'on a pris dans notre littérature, c'est-à-dire des découvertes fortuites sur un examen qui n'étaient pas l'objet initial de l'examen et qui pour autant peuvent donner lieu à des modifications de prise en charge. Un patient vient adressé pour douleur au ventre et puis on va lui trouver ce qui est probablement un petit cancer du rein, qui probablement ne remet pas en jeu son pronostic à court terme. Mais vous comprenez bien que si le patient n'a même pas conscience qu'on peut voir d'autres choses que ce pourquoi il a passé l'examen, il peut être dans une situation de refus d'entendre autre chose que ce pourquoi il est venu passer. Sans compter que nos examens sont de plus en plus des examens dits corps entiers, qui voient d'autres choses. Il y a nombre de patientes chez qui on a découvert des cancers du sein sur des acquisitions qui n'étaient pas faites pour ça. Et c'est extrêmement complexe d'aller aborder l'explicabilité de la découverte d'une anomalie, surtout si elle est potentiellement grave, lorsque les patients n'ont pas conscience de tout ça. Vous voyez bien le rôle de l'explication qui est à la fois à la charge du médecin demandeur, à la charge du radiologue, et à la charge aussi peut-être de la société, dans une meilleure connaissance de ces outils finalement d'image. Et ce qui pose la question finalement de est-ce qu'on doit restituer en fin d'examen finalement sous la forme simplement d'un compte-rendu? Est-ce qu'on aimerait apprendre une bonne ou une mauvaise nouvelle uniquement par un papier qu'on reçoit, parfois par la poste, parfois par un mail, parfois par un SMS? Est-ce qu'on imagine ça? Mais ça existe. Et est-ce que la société n'est pas en droit d'exiger au contraire autre chose, avec une restitution individuelle systématique après un acte? Il me semble que nous tous, patients, on est prêts à accepter une incertitude. On est prêt à accepter qu'un médecin dise « aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments pour répondre. Je ne sais pas si c'est vraiment un cancer. » Et je crois qu'aujourd'hui, la société, elle ne peut pas se contenter de dire « je reçois un document écrit abscon avec des mots à la limite de la compréhension, sans avoir la possibilité de poser une question à un interlocuteur humain. » Et je pense que ceci montre que la médecine personnalisée, qu'on développe beaucoup avec un arsenal thérapeutique très important, elle ne peut être dite que si elle est comprise ou en tout cas partagée par le patient et s'il y a un espace d'échange qui est offert pour le patient avant ou après l'examen pour permettre d'avoir une explication sur cet examen. Ça me semble aussi quelque chose de très important. Et ce qui montre encore une fois que le compte-rendu écrit, qui est notre seule obligation médico-légale, aujourd'hui est peut-être dépassé. Et je pense que le message devrait être plutôt d'avoir un temps d'explication, un temps d'explicabilité, structuré avec un compte-rendu, notamment pour le médecin demandeur, mais pour le patient, un temps d'explicabilité qui me paraît quelque chose d'essentiel. Et là, je renvoie la question finalement à la société. Sous cette pression de l'efficience, sous cette pression économique, sous cette pression d'efficacité permanente, de réduction du nombre de médecins, d'augmentation de la quantité de scanners ou d'IRM ou d'actes qu'il faut réaliser, est-ce que la société accepte ce principe? Ou est-ce qu'à un moment, la société dit « Écoutez, non, ce n'est pas la médecine que nous voulons à la fois de la technologie, mais nous avons compris que les enjeux technologiques aujourd'hui posent des questions éthiques, posent des questions médicales, et nous avons besoin de prendre le temps de réfléchir sur ce temps d'échange, justement, et sur cette déresponsabilisation de la relation soignant-patient par l'irruption de la technologie. » C'est d'autant plus important que les outils d'intelligence artificielle arrivent. Et qu'on peut imaginer, dans un processus un peu fantasmagorique encore, finalement une demande informatisée d'actes, la création automatique d'un acte par des procédures standardisées, l'interprétation ou la préinterprétation automatique par un ordinateur et la transmission par un webmail d'un contenu ou directement au patient. Charge à lui de s'en débrouiller. Est-ce que c'est le modèle que nous voulons? C'est une question que, à mon avis, il faut qu'on se pose. Et pour vous montrer à quel point je pense que ceci serait un mauvais chemin, y compris en termes de qualité, j'aime beaucoup cette présentation qui avait été faite lors du congrès de la Société nord-américaine de radiologie en 2008, qui malheureusement n'a pas été traduit par un papier, mais c'était quand même une très belle séance. Cette équipe israélienne
avait décidé de faire interpréter des examens d'imagerie à des radiologues dans deux situations différentes. Une première avec juste les images, et une autre où il y avait les images, produites par le scanner ou l'IRM, et puis la photographie du patient. Alors pourquoi? Ça nous paraît, nous, en France, un peu stupéfiant, mais c'est parce que dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de centres où le radiologue est dans une salle très éloignée des modes d'acquisition et des patients et interprète à la file tous les scanners qui arrivent sans se soucier de qui était dans la machine. Ce n'est pas le modèle français où on est encore avec nous toujours une proximité du radiologue avec les salles d'acquisition et avec les machines. Donc c'est pour ça que cette réflexion s'est menée et a été conduite dans un modèle plutôt anglo-saxon. Et cette équipe a montré qu'il y avait une modification significative des comptes rendus produits par le radiologue lorsqu'il voyait la photo du patient. Parce qu'il y a plus d'empathie, parce qu'on prend en compte du coup l'apparence du patient, mais l'apparence c'est aussi l'âge, c'est aussi peut-être des altérations qui sont liées à un état de santé, et que ça modifie la façon dont on va lire les images. Ça paraît évidemment une banalité, encore fallait-il le montrer, et c'est pour ça que je pense que cet éloignement d'un soignant vis-à-vis d'un patient est un risque pour la qualité de l'interprétation et de la prise en charge qui est faite. Cette interaction avec le patient, elle impacte directement la qualité. Alors évidemment, l'irruption de ces nouveaux outils numériques, ça va nous pousser à nous poser la question de quelle approche faire sur les découvertes incidentales, si on en voit de plus en plus, si les outils d'intelligence artificielle sont capables de détecter des choses. Est-ce qu'on va devoir renforcer encore l'explicabilité qui est faite? Et puis n'oublions pas que toutes ces données, elles alimentent des grandes bases de données. Est-ce qu'on doit réfléchir aussi collectivement à l'éthique sur ces données massives? Est-ce que finalement la notion d'intégrer toutes ces données, d'en extraire des informations populationnelles, là aussi ça doit nous préoccuper, et ça préoccupe évidemment nos tutelles. Hein. Ne croyez pas que tout ça n'est pas pris en compte, évidemment. Alors je vais vous en donner un exemple pour ce que la Société française de radiologie, par exemple, a porté en termes de messages pour les logiciels autour de l'intelligence artificielle qui aident à interpréter les clichés qui sont réalisés en urgence, notamment les clichés de radiographie pour aider à la détection des fractures. Première préoccupation que nous avons marquée, la notion de protection des données. N'oublions pas que lorsqu'on va brancher un logiciel qui va être capable d'interpréter ou d'extraire de l'information des données, dès qu'on branche quelque chose quelque part sur un réseau d'images, on ouvre la porte à toutes les brèches possibles dans la sécurité. Et là encore, nos collègues israéliens ont montré qu'on pouvait créer de manière artificielle sur des radiographies conventionnelles des images de cancer qui sont interprétées par le radiologue comme étant effectivement des cancers. C'est-à-dire qu'on crée des images qui sont tellement, on va dire, parfaites, qu'elles peuvent tromper un médecin. Vous imaginez les conséquences si on génère de manière artificielle des images. Et pour illustrer ça, nous avons lancé avec la Société française de radiologie un data challenge lors des dernières journées francophones de radiologie, où nous avons demandé à des sociétés ou à des acteurs académiques de générer 1000 images d'un cancer extrêmement rare du foie, qui s'appelle le carcinome hépatocellulaire macrotrabéculaire, à partir d'un set de très peu de données. On a fourni 100 données de patients et on a demandé à ceux qui font le Data Challenge de générer 1000 images de cancer. Et je suis convaincu qu'ils vont y arriver. Et le message est de dire, attention, dès lors qu'on va avoir des logiciels qui vont être capables d'interagir avec les images, le renforcement de la sécurité doit être notre préoccupation numéro 1. Parce que sinon, on va être dans l'incapacité de savoir si effectivement il y a la conservation d'une parfaite transmission d'une image sincère. C'est un risque aujourd'hui qui est théorique, mais c'est un risque qu'il faut avoir en tête. Deuxièmement, et vous voyez que c'est une préoccupation de risque, l'algorithmovigilance. L'algorithmovigilance, ça veut dire est-ce que le logiciel qu'on va utiliser pour soigner un patient, est-ce qu'il a été construit avec une population qui est adaptée à celle que je vois? C'est très intéressant, par exemple, les logiciels qui reconnaissent les anomalies pulmonaires. Certains ont été développés, notamment dans des pays comme l'Inde, adaptés à la découverte de la tuberculose. Aujourd'hui, ce n'est pas l'enjeu en France, aujourd'hui, de détecter chez tous les patients la tuberculose. Nos présentations cliniques ne sont pas les mêmes. Eh bien, les performances d'un logiciel qui peut être qualifié avec une population donnée peut ne pas avoir la bonne qualification dans la population à laquelle 2 minutes, il faut que j'avance. D'accord. Deuxièmement, il faut fournir une information sur les performances
qui peuvent se modifier au cours du temps. Et puis, il faut un suivi identique sur le logiciel pour voir s'il ne dérive pas. Encore une fois, des préoccupations sur la vigilance sur les algorithmes. Deuxièmement, est-ce qu'on doit informer les patients qu'on utilise un logiciel d'intelligence artificielle? Je ne sais pas et je n'ai pas la réponse. Parfois, c'est complexe d'expliquer à quoi qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel. Je pense que surtout, et c'était ça le dernier point, à partir du moment où la responsabilisation médicale est conservée, c'est-à-dire que le médecin engage sa responsabilité, finalement c'est lui qui doit avoir confiance dans l'outil et le patient doit avoir confiance dans le médecin qui le soigne. Pour conclure, je pense qu'il faut avoir en tête quelques éléments simples. On soigne le patient dans une relation individuelle. L'éthique doit nous pousser à réfléchir non seulement dans ce soin individuel, mais aussi à l'échelle d'une population. On a une responsabilité devant l'individu, mais aussi devant la population, dans cette maîtrise de l'automatisation. Et pour savoir mettre des freins lorsqu'il y a nécessairement ça. Donc, est-ce qu'on est substituable par la technologie? Sans doute que non. Et je pense que les patients cherchent encore l'interaction à partir du moment où ils savent qu'elle est possible et qu'elle est disponible. Donc, faisons attention à ne pas faire croire que l'information n'est pas disponible. Et puis, je pense que ça pose la question quand même de notre nécessaire formation collective dans la société aux sciences. On ne peut comprendre ces outils d'intelligence artificielle, ces données statistiques, que si notre niveau collectif et sociétal est suffisant. Et là, je crois que d'un point de vue de notre réflexion, on doit aussi alimenter les processus de formation initiale dans le secondaire pour faire en sorte que les connaissances scientifiques soient plus musclées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça requiert aussi des modifications organisationnelles, et je sais qu'on va en parler juste après, dans la configuration des locaux. Et je vais terminer juste avec quelques vues sur la façon dont nous, on a fait évoluer nos équipements. Vous avez là la photographie d'un scanner, avec un ciel de scanner, qui est une peinture de Delaunay, qu'on a voulu intégrer dans le ciel du scanner, pour que le patient, finalement, se dise « je suis ailleurs, je ne suis pas que dans une salle de scanner », et ça rejoindra des choses qu'on va voir là sur l'expérience patient, et attenant la salle du scanner, une salle de consultation. On a mis 10 ans à ce que notre administration comprenne qu'une salle de consultation est indispensable à côté de chaque équipement lourd qui produit autant d'informations. Voilà, je suis désolé si j'ai dépassé. Merci. Merci à vous.